Voilà, eh bien, nous allons commencer cette séance exceptionnelle par sa durée, 3 heures, au lieu de 2. On a évoqué la semaine dernière la différence entre les températures ressenties et les températures réelles. Alors, il y aura peut-être des différences entre les durées ressenties et les durées réelles. Vous aurez l'impression d'être resté 6 heures, ou 2 jours. Peut-être perdrez vous-même le sens du temps. En tout cas, il ne faut pas que je le perde moi. Et je commence donc sans plus tarder. Je pense que nous ferons une seule pause au bout d'une heure et demie environ, un peu plus longue, plutôt que de faire 2 pauses et de scander la chose en trois morceaux. Donc je commence pardon, en évoquant la difficile théorie brentanienne des 2 objets, plus précisément la deuxième théorie brentanienne des 2 objets, celle que je note avec 2 crochets T2O, 2 crochets qui ressemblent à des guillemets au fond. Donc, en évoquant cette théorie, stipulant que la conscience de percevoir un objet contient la conscience de l'objet perçu, j'ai, lors du dernier séminaire, évoqué une formulation du philosophe anglais Mark Textor, la formulation qu'il donne de ce qu'il appelle Dual Object Thesis, que je note sans surprise DOT. Any presentation directed on phi A is also directed upon A co-presents A. Alors je traduirai littéralement, présentation dirigée sur un acte de phi A est aussi dirigée sur A, c'est-à-dire co-présente, co-présentifie A. J'ai indiqué que cette théorie était liée au problème aristotélicien de la sensation consciente, que je vous rappelle, savoir, par exemple, si l'ouïe perçoit son acte auditif, son acte d'audition, en même temps qu'elle perçoit des sons. Et j'ai indiqué d'autre part que la première théorie des 2 objets, qui est notée avec des crochets simples, cette fois, T2O, la première théorie des 2 objets, stipulant donc que tout acte psychique, outre son objet premier ou primaire, qui peut être senti, qui peut être perçu, qui peut être pensé, etc., se contient lui-même à titre d'objet second ou secondaire. Voilà la deuxième théorie de l'objet. J'ai indiqué donc que cette théorie est comme l'autre, les 2 théories sont clairement liées donc au problème d'Aristote, tel qu'il est posé dans un célèbre passage du De Anima, articulant 2 arguments que vous trouvez respectivement en 425b 12-15 et 425b 15-17 dans la numérotation de Becker pour le De Anima, comme pour toute l'œuvre d'Aristote d'ailleurs, l'argument de la duplication et l'argument du regressus in ou ad infinitum. Alors, je ne reviens pas sur ces 2 textes très courts d'Aristote qui ont suscité de longs et complexes commentaires dans l'histoire de la philosophie et de la psychologie. Je voudrais en revanche souligner que la distinction que je marque entre T2O avec un crochet et T2O avec 2 crochets correspond aux 2 versants, 2 aspects, mais 2 versants n'est pas mauvais, aux 2 versants d'une thèse centrale que Mark Textor, appelle Dual Relation of the Mental. Dual Relation of the Mental, selon laquelle, donc, c'est très ramassé, every mental phenomenon has an object and is
conscious. Eh bien, les deux aspects, les deux versants de cette affirmation d'apparence si simple nous sont fournis par mes deux formulations brentaniennes des théories des deux objets. Donc, je rappelle la première, qui est due à Textor et que nous avons vue il y a un instant. A mental act is, plus exactement, non, nous ne l'avons pas vue celle-là. A mental act is conscious if and only if, l'if à deux feuilles, si je puis dire, à deux F, if and only if, si et seulement si, it is self-presenting. A mental act is conscious if and only if it is self-presenting. Un acte mental est conscient si et seulement si il est auto-présentationnel. Bon, il n'est pas très heureux en français et on va beaucoup parler des questions de traduction aujourd'hui. Self-presenting, si il se présente lui-même, si il se présente de soi-même. Et d'autre part, nous avons alors ce que j'avais indiqué tout à l'heure, T2O avec deux crochets ou DOT, any presentation directed implying A is also directed upon A, co-present A. Mark Textor, ici mentionné, propose une formulation plus précise de T2O et c'est la suivante. Un acte mental est conscient si et seulement si il est unifié, uni à une ou avec une connaissance, Erkenntnis, immédiatement évidente de X. La théorie de l'enchevêtrement, la notion même de triple phénomène psychique impliquant le sentiment, c'est-à-dire les mouvements affectifs, les phénomènes d'amour, haine ou émotion dans ce dispositif, on peut se demander s'il ne faut pas ajouter à Erkenntnis la notion de sentiment, l'attitude affective dirigée sur X dans la définition de T2O. La réponse serait positive en ce qui concerne la psychologie de 1874, la première édition de Brentano. Au-delà, ce serait à reprendre et à discuter. Ce n'est pas ce point que je veux développer aujourd'hui devant vous. Je voudrais plutôt attirer votre attention sur le lexique anglais de la Dual Relation of the Mental, le lexique anglais de T2O dans ses deux versions, et de Dot, la théorie des deux objets. Dans les deux formules utilisées par Mark Textor, il est question de presentation, de presenting, de presents. J'avais le 3 mars pointé cet écart entre l'anglais presentation et le français représentation dans leur différence apparente, presentation, représentation, avec ce qu'ils sont censés traduire, à savoir l'allemand Vorstellung. Il faut y revenir. Je laisse de côté une difficulté majeure pour ne pas rendre notre parcours déjà chaotique complètement impossible. J'y reviendrai à un autre moment, peut-être l'année prochaine. En tout cas, je mentionne seulement la difficulté à l'instant. Donc, c'est que le mot representational est utilisé en anglais dans un contexte bien précis quand il s'agit de présenter aujourd'hui, tout récemment, dans les théories les plus récentes de la conscience, ce qu'on appelle les théories self-representational of consciousness, les théories auto-représentationnelles ou de l'auto-représentation de la conscience. Et un des grands pionniers de cette théorie est Uriah Kriegel. Donc Kriegel et Textor étant les deux figure de pointe, je dirais, dans le dossier que je connais un peu. Donc, nous avons ceci, une série d'équivalences. T2O avec Self-Representational Series of Consciousness, et le second T2O, dans toute présentation dirigée sur un acte de filet est aussi dirigée sur l'objet de ce filet. Voilà. Alors,
le fait qu'on ait representational ici signifie qu'il y a un usage contemporain, actuel, de representational et de representation en anglais. Donc le mot representation n'a pas été entièrement aboli ou évacué du paysage philosophique anglophone par le mot de presentation, comme équivalent à l'allemand Vorstellung. Bon, cet usage semble minoritaire, effectivement, il semble limité ou confiné à une problématique précise qui est celle de la théorie de la conscience, articulée autour donc de certaines thèses d'Uriah-Kriegel. Ce point est intéressant, le fait que representation n'ait pas disparu dans l'anglais philosophique actuel, mais c'est un point à courte vue, si j'ose dire. En fait, ce qui m'intéresse et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est que la distinction entre presentation et representation, presentative et representative, distinction en anglais philosophique, a une histoire propre, qu'elle a une histoire longue, qu'elle a une histoire bien antérieure aux discussions actuelles, qu'elle a une histoire qui elle-même se connecte à celle qui est beaucoup plus longue encore de ses sources, qui sont aussi les sources susceptibles de rendre compte pour nous des différences sédimentées au cours des siècles entre le français représentation, l'allemand Vorstellung et l'anglais presentation. Rendre compte aussi au sein de chaque langue, dans des couples d'opposition ou des distinctions conceptuelles majeures que l'on va voir, qui toutes ont fait époque et toutes continuent de structurer aujourd'hui notre pensée, les termes et les concepts dont nous nous servons en tant que locuteurs d'une langue particulière, le français, l'anglais, l'allemand, d'idiolectes techniques globalisés, qu'il s'agisse de l'anglais global, ou, pour prendre un exemple qui nous concerne directement, de cette forme particulière de franglais que tente à devenir le français philosophique. Alors, pour prendre le phénomène à la racine et en saisir la portée philosophique, il faut lui donner une formulation précise, il faut le nommer avant d'entamer le travail archéologique susceptible d'en restituer les éléments constitutifs, d'en marquer les grandes étapes et d'en tracer les principales figures. Pour ce faire, je me servirai d'une expression qui relève à grands traits de l'histoire littéraire, de la grammaire et de la philologie. Je me suis déjà rendu coupable de ce genre de forfait en parlant de chiasme du sujet et de l'objet. Je parlerai cette fois-ci de dittographie de la représentation. Voilà l'expression, dittographie et représentation. Une dittographie, c'est dans un manuscrit le redoublement, en général fautif, d'une lettre ou d'une syllabe. Ce peut être aussi, et plus simplement, une double graphie, deux façons d'écrire le même mot. Dans les manuscrits médiévaux, vous trouvez definitio, definicio, diffinicio. Bon, voilà, ça, ce sont plusieurs façons d'écrire le même mot, une pluralité de graphies. Là, il s'agit d'une double graphie. Par dittographie de la représentation et par cette forme singulière, représentation, avec re entre parenthèses, qui à la fois pose et retire la marque du redoublement, je vais les poser et retirer en même temps. J'entends donc d'abord un fait de traduction qui relève en partie de la globalisation, de la mondialisation de la philosophie et qui se manifeste à un double niveau
qui peut être interlinguistique entre plusieurs langues et intralinguistique, c'est-à-dire interne à la même langue. Quel est ce fait de traduction? Eh bien, il est très simple. Ce que deux des pères de la philosophie rigoureuse moderne, qu'elle soit analytique ou phénoménologique, à savoir Brentano, dont nous avons beaucoup parlé, et Husserl, que je n'ai guère évoqué, tous deux appellent en allemand Vorstellung, quelque chose, enfin ce qu'ils appellent Vorstellung, a longtemps été traduit en France par représentation, est majoritairement traduit en anglais actuellement par presentation et de plus en plus traduit par présentation dans le monde francophone. Présentation gagne de plus en plus de terrain au point que l'on pourrait presque en faire un marqueur de l'influence de la philosophie anglophone et plus particulièrement analytique sur la philosophie francophone. J'ai pu le mesurer personnellement de manière très directe et durant les 15 années où j'ai enseigné à l'Université de Genève. La dictographie de la représentation, pour autant, ne relève pas de la mode, ni ne se laisse comprendre de manière purement statistique. Un mot sur le recours à une expression comme dictographie. Le recours à des expressions que l'on pourrait qualifier de rhétorique, comme chiasme ou dictographie. Ce recours n'est pas métaphorique. Il correspond pour moi à une nécessité conceptuelle. Je veux dire par là que les phénomènes que je décris sont très précisément ce que les termes que j'utilise pour les nommer disent qu'ils sont. Le chiasme du sujet et de l'objet, c'est littéralement, comme on l'avait vu, un croisement de signifiés sous deux signifiants, subjectum et objectum. Les deux termes échangent, croisent leurs signifiés respectifs au long de l'histoire et du temps. Il en va de même des autres croisements, chiasmes que j'ai repérés, décrits et analysés dans d'autres travaux, mes travaux d'archéologie du sujet, le chiasme de l'agence et le chiasme de la dénomination. Je ne reviens pas là-dessus. Je veux simplement souligner que de même ici, le phénomène que j'isole et essaie de décrire en recourant au mot dictographie et à cette graphie double, enfin, représentation ou présentation, qui à la fois pose le re et le retire, ce phénomène que j'isole et que je décris ainsi, eh bien, est littéralement une dictographie. C'est une dictographie, une double graphie qui s'écrit sur la page, bien sûr, mais qui s'écrit aussi dans la pensée, qui s'écrit dans l'histoire et qui s'écrit donc aussi dans l'histoire de la pensée. Cette dictographie ne se limite pas à la langue, par exemple au français, ou par exemple à l'anglais, et à leurs relations compliquées, la relation de l'anglais et du français. Elle est conceptuelle. Et que le phénomène soit conceptuel, ce qui le prouve, ce qui l'atteste, c'est que, au fond, la dictographie conceptuelle, le dédoublement sur lequel je veux maintenant attirer votre attention, pour ce qui nous concerne immédiatement, existe dans la langue de départ, c'est-à-dire dans l'allemand de Brentano et de Husserl. La dictographie de la représentation correspond à une ambiguïté du terme allemand Vorstellung lui-même. C'est ça qu'il faut voir, qui a déjà été souligné par Husserl, Edmund Husserl, dès les psychologische Studien zur elementaren Logik de 1894. Et cette ambiguïté qu'il signale, et il ne fait pas que la signaler, tient à ce que
Vorstellung recouvre à la fois, dit-il, Anschauung, l'intuition, et ce qu'il appelle là, d'un terme franco-allemand, Repräsentation, hein, latino-allemand. L'œuvre la plus célèbre de Husserl, peut-être, les recherches logiques, en l'occurrence la 5e recherche logique, chapitre 6, consacre tout un développement très long, compliqué, à ce que Husserl appelle une Zusammenstellung der wichtigsten Äquivokationen der Termini Vorstellung und Inhalt, à savoir dans la traduction française qui a été donnée de cette 5e recherche logique par Hubert Elie, Kelkel et Scherrer, une énumération des équivoques les plus importantes des termes, représentation et contenu, et dans l'anglais de Finlay, summing up of the most important ambiguities in the terms presentation and content. Le chapitre dont je vous parle dans la 5e recherche logique, chapitre 6, ne contient pas moins de 13 significations possibles du mot Vorstellung. Je sens passer un grand vent de désespoir dans cette salle pour peu aérée. Bon, rassurez-vous, on ne va pas les aborder maintenant, ces 13 significations possibles. Je dirais que de même qu'il y a eu chez Brentano une crise de l'immanence, comme on dit, en 1904, qu'il l'a vu passer, comme on l'a signalé, de l'ontologie de l'intentionnalité à ce qu'il appelle le réisme, eh bien, il y a chez Husserl une évolution notable concernant l'ambiguïté de la Vorstellung entre les textes de la fin du XIXe siècle et les recherches logiques de 1901. Husserl, après tout, je me dis qu'on ne voit jamais la tête des gens dont je parle, alors ça me sera difficile de vous montrer la tête de Guillaume d'Occam, mais on a quelques photos de ces grands philosophes. Donc la 5e recherche logique consacrée à l'intentionnalité est d'une importance capitale dans l'histoire de la phénoménologie et de l'intentionnalité. Elle est largement consacrée, et c'est pourquoi on a toujours intérêt à la relire, surtout si on a conservé un très mauvais souvenir de Brentano. Elle est consacrée à la réfutation de deux thèses de Brentano. Donc, si vous voulez vous venger, vous ouvrez le chapitre 6 de la 5e recherche logique, et puis la 5e recherche logique en général. Bon. Deux thèses de Brentano. La définition de l'acte psychique à partir de l'immanence de l'objet intentionnel à l'acte psychique lui-même. Première thèse, l'immanence de l'objet intentionnel à l'acte psychique. Bon, si vous vous souvenez, c'est la définition de l'intentionnalité. Donc la définition de l'acte psychique, à partir de cela, voilà ce que conteste, critique, première critique Husserl, et deuxième critique, deuxième thèse critiquée par Husserl dans la 5e recherche logique, le statut fondamental accordé, comme on l'a vu, à la Vorstellung, précisément, à la représentation dans l'œuvre de Brentano. Vous vous rappelez que c'est ce que j'avais appelé la thèse de l'universalité de la représentation. Tout acte psychique a une représentation, une Vorstellung à la base. Alors je laisse de côté ces points, nous n'allons pas entrer dans le détail ici. Je reviens en revanche à la seconde des études psychologiques pour la logique élémentaire de 1894, intitulée donc en allemand
über Anschauungen und Repräsentationen, sur les intuitions et les Repräsentationen, qui distingue donc deux sortes de Vorstellungen, les Anschauungen, et donc ces fameuses Repräsentationen. Le texte de base est le paragraphe 2, délimitation provisoire des concepts, destiné donc à poser la différence entre les Vorstellungen qui sont des intuitions et les Vorstellungen qui ne sont pas des intuitions, et pour lesquelles il va falloir trouver un nom. Autrement dit, ce paragraphe 2 de la seconde étude psychologique sur la logique élémentaire en vue de fonder la logique, cette seconde étude donc, nous présente la Vorstellung, la représentation, comme une sorte de genre dont dépendrait l'Anschauung et la Repräsentation. La question étant de savoir comment on va traduire ça. Anschauung, c'est assez simple, c'est intuition, ça ne fait pas de suspense, c'est la traduction reçue de Anschauung. Alors certains ont proposé représentation intuitive pour conserver le côté Vorstellung de l'Anschauung. Bon. Mais que faire de la Repräsentation? Alors, bon, il faut déjà essayer de comprendre comment Husserl présente la distinction entre intuition et Repräsentation. Il commence par dire que est intuitionné, objet d'intuition, ce qui est objet immanent et qu'est représenté, repräsentiert, ce qui est objet visé d'un certain acte de représentation, d'un certain acte représentant, qui représente Vorstellenden. Donc, d'un côté, objet d'intuition égale objet immanent, objet de représentation au sens de représentation, ce qui est visé par un certain acte de Vorstellen. Alors vous avez ici, dans cette langue de Husserl, qui ne rivalisera jamais avec Chateaubriand, ni en allemand, ce qui n'étonnera personne, ni en français, vous avez donc une première mise au point pour comprendre ce que c'est déjà que cette distinction entre Vorstellung, Anschauung, Repräsentation. Donc certains vécus psychiques, on les appelle généralement des Vorstellungen, représentations. Alors parmi les vécus psychiques, les expériences psychiques, Erlebnisse, que nous avons, certaines sont ce qu'on appelle des Vorstellungen, des représentations. Certains de ces vécus, donc, ont la particularité de ne pas renfermer en eux leurs objets comme des contenus immanents, donc présents à la conscience. Certains vécus psychiques donc, ne contiennent pas de façon immanente en eux-mêmes leur objet, donc, mais ces vécus ont la caractéristique suivante, ils les intentionnent seulement, ils les intentionnent simplement d'une certaine façon, qui doit maintenant être caractérisée d'une manière plus précise. Alors, déjà, on commence à comprendre quelque chose, c'est que certaines représentations contiennent leur objet de représentation, d'autres ne les contiennent pas, et donc les visent comme étant à l'extérieur. Elles les intentionnent. Intendieren, intentionner, c'est tendre vers, au lieu d'avoir en soi. C'est tourner vers. C'est intentionner, qui s'oppose donc à contenir de façon immanente. Cette phrase qui me fait mon
étonnement constant, qu'il suffise provisoirement de donner la définition suivante, manifestement exacte et délibérément surchargée. Bon, je pourrais dire, écoutez, mesdames, messieurs, cette année, le cours sera manifestement exact à chaque instant et délibérément surchargé. Bon, c'est malheureusement à peu près manifestement surchargé et pas délibérément inexact, mais enfin bon. Simplement intentionné, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici autant que tendre au moyen de n'importe quel contenu donné à la conscience vers d'autres contenus qui ne sont pas donnés. Tendre au moyen de n'importe quel contenu donné à la conscience vers d'autres contenus qui ne sont pas donnés. Donc vous avez, d'une certaine façon, la structure de ce qu'il appelle simplement intentionné. L'esprit tend par l'intermédiaire de quelque chose vers autre chose. Ceci est donné à l'esprit, cela ne l'est pas. Il faut se tourner vers lui, il faut faire le premier pas, si je puis dire. Il faut aller le chercher là où il est. Donc, tendre au moyen de n'importe quel contenu donné à la conscience vers d'autres contenus qui ne sont pas donnés. Donc, on a un premier contenu 1, un deuxième contenu, un contenu donné qui est vraiment présent à la conscience, donc qui est immanent à la conscience, et on a cette entité bizarre d'un contenu qui est à l'extérieur et qui n'est atteint qu'à travers celui qui est à l'intérieur. Vous voyez ? Bon. Tendre au moyen de n'importe quel contenu donné à la conscience vers d'autres contenus qui ne sont pas donnés, renvoyer à eux, indeuten, d'une manière compréhensive, utiliser d'une manière compréhensive cela, donc, comme représentant de ceci. Utiliser C1 comme représentant de C2, un contenu comme représentant d'un autre contenu, et sans qu'il y ait pour autant une connaissance conceptuelle du rapport existant entre la représentation et l'objet intentionné. Nous allons appeler de telles représentations, celles donc qui sont des représentations d'un objet par l'intermédiaire d'un autre objet, nous allons appeler donc de telles représentations, Vorstellungen, des Repräsentationen. Donc on commence à imaginer que c'est ce noyau C1 qui va nous permettre de définir ce qu'est une représentation. Deuxièmement, par opposition aux Repräsentationen, il y a d'autres vécus psychiques qu'on appelle aussi Vorstellungen, représentations, dans le langage de nombreux psychologues, qui n'intentionnent pas simplement leurs objets, donc qui n'ont pas cette structure de médiation, mais qui les contiennent effectivement en eux-mêmes comme des contenus immanents. Nous appelons les représentations comprises dans ce sens des intuitions Anschauungen. Traduction, Monsieur English, c'est Husserl, article sur la logique, Paris, PUF 95. Donc la distinction entre Vorstellung et Repräsentation a beaucoup occupé les traducteurs français de Husserl. Hubert Elie, Arion Kelkel et René Scherrer, les traducteurs des recherches logiques, ont rendu Vorstellung par représentation idée et Repräsentation par représentation représentative. Jacques English, le traducteur de la deuxième étude psychologique pour la logique élémentaire, a traduit Vorstellung par représentation et Repräsentation par représentation, un tiret séparant le re de présentation, bon, qui est une solution graphique élégante,
mais qui est peu maniable à l'oral, comme la quasi-totalité d'ailleurs des symboles que j'ai choisis pour désigner mes thèses, mes problèmes, mes distinctions, etc., et qui maintenant m'obligent à des acrobaties, des gesticulations dignes d'une étudiante américaine, c'est pas I quote, bon, etc. On fait toutes sortes de didascalies gymniques, n'est-ce pas, pour essayer d'expliquer ce qu'on a voulu dire, ce qui est quand même tragique pour une abréviation. Enfin bon, bref. En tout cas, Finlay, le traducteur sud-africain des Logische Untersuchungen, opte, lui, pour le couple presentation contre representation. Presentation, representation. Tout en soulignant que presentation n'est pas vraiment un mot anglais. Pas plus, dit-il, que n'est anglais le concept qu'il exprime. Il y a des concepts qui ne sont pas anglais, voyez-vous, et qu'il n'y recourt qu'à cause de l'ambiguïté d'idea, donc il élimine representation pour traduire Vorstellung, puisque, dit-il, c'est un... Et d'ailleurs, manifestement, ce terme lui inspire une profonde répugnance, n'est-ce pas? Mais enfin, il le réserve précisément aux représentations de Husserl ou à Darstellung. C'est ce merveilleux petit passage. J'ai traduit Vorstellung presque tout le temps par presentation, tout en reconnaissant que ce dernier mot n'est pas vraiment un mot anglais, mais le concept exprimé par Husserl et Brentano, par le terme qu'ils utilisent, n'est pas non plus de toute façon un concept anglais. It's not an English concept either. Idea is required for other purposes, donc idée est réclamée ailleurs pour d'autres tâches, et de toute façon est ambiguë. Quant à representation, if anyone can tolerate it, si qui que ce soit peut tolérer un mot pareil, eh bien, is required for the cases where Husserl uses représentation, Darstellung, etc. Voilà. Alors, bon, selon Husserl, en théorie de la connaissance et en psychologie, on a commis beaucoup d'erreurs lourdes de conséquences en oubliant, dit-il, de voir la différence qu'il y a entre la conscience qui intuitionne et la conscience qui représente, hein, et en interprétant tout cela de manière fausse, n'est-ce pas, donc en ne tenant pas compte de cette distinction, on a introduit un certain nombre de faux problèmes en philosophie ou apporté de mauvaises solutions à de vrais problèmes. La dictographie de la représentation a une histoire. Husserl, autrement dit, l'ambiguïté du mot Vorstellung, pour Husserl. Husserl le sait et Husserl le pressent. Et comme souvent, quand on ne sait pas exactement quoi dire, on renvoie au scolastique. La différence elle-même, dit-il, entre Anschauung et Repräsentation, bien qu'elle n'ait pas été suffisamment étudiée, est connue depuis longtemps. Elle n'échappait pas déjà entièrement au scolastique. Avec des compliments comme ça, on n'a pas... ce sont des là le tiret existe qu'on soit en fin de ligne ou pas, hein, représentation, que visent des termes comme représentation inadéquate, impropre, indirecte. Donc, à chaque fois que vous trouvez des expressions comme représentation inadéquate, impropre ou indirecte, elles renvoient à ce qu'on appellerait représentation, alors que si vous trouvez des expressions comme représentation adéquate, représentation propre, représentation directe, eh bien, cela renverra à ce qu'on appelle Anschauungen, intuition. Bon, le compliment est mesuré. Hein. Déjà, la différence n'échappait pas totalement ou entièrement au scolastique. Bon, la référence est vague. On nous parle de représentation inadéquate, impropre, indirecte, et on parle de leurs opposés. Hein. Si l'on y regarde de plus près, on voit que la distinction à laquelle pense Husserl correspond d'une part à une distinction qu'il fait entre deux types de concepts, les concepts auxquels on peut faire correspondre une intuition et les concepts auxquels on ne peut pas faire correspondre une intuition. Et d'autres, alors ça c'est les représentations, et d'autre part au contenu de conscience propre, comme on l'a vu tout à l'heure, distingué
de ceux qui sont simplement intentionnés au dehors. Bon, alors pour lui, en gros, ça recouvre dans ces années 1894 la distinction qu'il faisait entre intuition et intention. Bon, mais cette référence aux scolastiques, les scolastiques, est bien insuffisante et surtout, elle n'explique pas du tout d'où vient la différence anglaise entre presentation et representation, ni comment celle-ci a pu revêtir une importance quelconque dans la philosophie actuelle, pour devenir presque un lieu de friction entre le français et l'anglais, la philosophie en langue française et la philosophie en franglais. L'introduction du mot présentation, français, présentation, pour traduire Vorstellung, n'est pas le fruit de la mondialisation. Ce n'est pas le symptôme, ou pas seulement le symptôme, du recul du français devant l'anglais. Elle renvoie en fait à un épisode intralinguistique, à un événement interne. Mais à quoi? À l'anglais philosophique lui-même, qui renvoie ce phénomène intralinguistique, interne à l'anglais lui-même, qui renvoie à une tradition bien précise. Le mot presentation, que Finlay ne trouve pas anglais quand il traduit Husserl en 1970, ce qui est quand même très récent, existe pourtant en anglais philosophique et psychologique depuis longtemps. On le trouve chez Francis Herbert Bradley, 1846-1924. On le trouve chez Bradley dans les années 20. Vous savez, cette belle phrase, All judgments predicate their ideal content as an attribute of the real, which appears in presentation. Tous les jugements prédiquent leur contenu idéal en tant qu'attribut du réel qui se manifeste, qui apparaît in presentation, dans la, nous dirions représentation, en allemand on dirait la Vorstellung, il dit presentation. Donc le mot presentation est déjà employé par Bradley dans les années 20. Dans son étude sur Bradley, Mathieu Marion, dans l'antipsychologie de Bradley, attribue donc le terme presentation comme source de Bradley, à un texte précis qui est l'article Psychology de la 9e édition de l'Encyclopædia Britannica, publiée donc par James Ward, 1843-1925, donc en 1886 dans la 9e édition de la Britannica. Vous allez dire 9e édition, pourquoi cette précision? Je me suis dit, mais allons donc voir, n'est-ce pas? Et après quelques recherches, j'ai pu constater qu'effectivement, c'est dans la 9e édition de la Britannica qu'apparaît pour la première fois un article intitulé Psychology, qui couvre 49 pages de la Britannica, la métaphysique n'en couvrant que 23, alors que dans la 8e édition, il n'y a pas d'article Psychology, mais il y a un article métaphysique qui fait 74 pages. Donc vous voyez, d'une édition à l'autre, la métaphysique a reculé devant cette discipline nouvelle qui fait une entrée majestueuse, n'est-ce pas, en fanfare, plus exactement, la psychology. Alors, c'est sous la plume de James Ward, un grand psychologue. J'ai travaillé un peu sur lui et il y a une recension de son article Psychology que j'aime beaucoup, qui dit ceci. Il a utilisé le microscope sans jamais décrire ce que l'on voit à l'œil nu. Et bon, c'est terrible, on se dit, si je suis historien et qu'un jour on me reproche ça, il a utilisé le microscope, n'est-ce pas, et n'a même pas vu ce que n'importe qui peut voir en ouvrant les yeux. Bon. Alors ça, vous pouvez utiliser ça comme argument
pas polémique, si vous en voulez à quelqu'un en disant écoute, tu sais, bon, bref. Alors, en tout cas, Ward serait le premier à avoir, au fond, utilisé le mot presentation, qui s'y trouve d'ailleurs massivement, c'est vrai, mais il y a un prédécesseur à cet article de Ward en 1886, un prédécesseur de quelques 25 ans, si l'on s'en tient aux seules dates de publication des œuvres, et probablement bien davantage si l'on pense en termes d'écriture, de gestation. Donc, je dirais que l'entrée de presentation en anglais est partie intégrante de la réception anglophone du philosophe Thomas Reid, de Reid dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises, Reid 1710-1796. Alors, qui a introduit presentation, si ce n'est ni Bradley ni Ward? Et en quoi est-ce que ça a une importance quelconque? Vous allez voir que ça a une importance, mais on va déjà répondre à la question « qui ?» Eh bien, c'est notre vieille connaissance, c'est-à-dire quelqu'un dont j'ai mentionné le nom à plusieurs reprises, sans jamais aller voir de trop près, sauf récemment, quelques développements, bref, c'est William Hamilton, que voici, 1788-1856. Je trouve qu'il a l'air intelligent et sympathique, mais enfin bon, bref, vous aurez compris que j'aime bien le lire. Donc en tout cas, premier éditeur et principal commentateur de Reid. C'est chez lui qu'apparaît le couple presentative versus representative knowledge, connaissance présentative contre connaissance représentative, dont procèdent aussi bien les traductions alternative de Vorstellung de Brentano par représentation dans le français de Gandillac et de Jean-François Courtine, presentation dans l'anglais de Rancorello, Terrell, McAllister, la traduction anglaise de la psychologie de Brentano. Donc c'est de cela que procèdent aussi, évidemment, les distinctions marquées par Husserl en 1894 entre les deux sens de Vorstellung, Anschauung et Repräsentation. En bref, donc, c'est Hamilton qui introduit la différence entre presentative ou immediate ou intuitive cognition, d'une part, et de l'autre, representative ou mediate cognition. Il le fait dans une série d'écrits non publiés de son vivant, des notes qu'il avait préparées, amassées, rassemblées, entassées pour sa grande édition de Reid, de Thomas Reid, dont il a été l'éditeur. Et ces notes, qu'il n'a jamais eu le temps de finir, ont été recueillies et publiées après sa mort, après la mort de Hamilton, par Henry Longville Mansell, 1820-1871. Mansell, Henry Longville Mansell. Donc ceci explique que le texte dont je vais vous parler maintenant s'intitule Additional Notes to Reid's Works, notes additionnelles concernant les œuvres de Reid, tirées de Sir William Hamilton, des manuscrits de William Hamilton, le tout édité par son disciple et ami, le pasteur Henry Longville Mansell, dans l'édition des œuvres complètes de Thomas Reid. Bon, vous n'avez pas trouvé ça au coin de la rue, autant vous le dire tout de suite, mais ces notes sont extrêmement importantes. Ces notes ne constituent pas un livre, mais une série de monographies d'une extraordinaire érudition. Elles sont beaucoup plus qu'un commentaire de Reid. Elles constituent, je dirais, le premier, à mon sens, exercice d'archéologie philosophique. C'est un des premiers, ça j'en suis sûr, sans aucun doute, et c'est pourquoi j'ai pu présenter Hamilton dans La Double Révolution, mon dernier livre, comme le premier archéologue de la philosophie. Ces notes, Mansell les a donc éditées, étiquetées et classées à l'aide de lettres, de façon à aller de A à Y, sans arriver au Z.
qu'il eût atteint et dépassé s'il était arrivé au Z. Mais comment dépasser Z? Donc, il aurait atteint Z et donc dû dépasser Z s'il n'avait pas eu l'idée géniale de tripler la note D et de dédoubler la note U. Ce qui fait qu'on retombe sur Y. On va donc de A, on the philosophy of common sense, à on egoism, Y, du sens commun donc à l'égoïsme, un programme qui en vaut d'autres. Sur ces notes, celles qui nous intéresseraient le plus directement ici, ce sont les notes B, avec la pagination dans les œuvres complètes de Thomas Reid, édition William Hamilton, avec cette édition des Edition Notes par Mansell, of Presentative and Representative Knowledge. H, 929-939, on Consciousness. I, 949-147, ce sont de grands livres comme ça, donc avec des colonnes, c'est énorme. Bon. On the History of the Terms Consciousness, Attention and Reflection. M, on the Doctrine of Species as held by Aristotle and the Aristotelians. Et X, on the difference between conceptions, Begriffe, and intuitions, Anschauungen. Je me centrerai ici sur la note B, of Presentative and Representative Knowledge, qui traite donc de la distinction cardinale qui articule à la fois présentation et représentation, connaissance présentative et connaissance représentative. De quoi s'agit-il? Où est le problème? Dans sa préface à la traduction anglaise de la Psychologie vom empirischen Standpunkt, Linda McAllister note que Vorstellung est rendue tantôt par presentation, tantôt par idea, tantôt par thought, que Vorstellen est traduit alternativement par to think of, to have before the mind et to have a presentation of. À la lire, il n'y a donc pas de problème en anglais. Pour l'archéologue qui plus est francophone, il y a en revanche au moins deux problèmes. Le premier problème en français, le second en anglais. Le premier problème français, le problème en français, c'est que le français entend normalement deux choses dans représentation. Il entend d'une part, d'un côté, la vicariance, la relation de vicariance, être le vicaire de, si vous préférez, la lieutenance, être le lieutenant de, la députation, être député par, pour représenter. Bon, qui fait qu'une chose, en gros, vicariance, lieutenance, députation, qui fait qu'une chose tient lieu d'une autre, qu'elle la représente au sens où elle n'en est pas un signe, par exemple, un signe qui peut être naturel ou immédiat, pathème, pathéma, concept au sens aristotélicien de pathemata tes psyches, les affects ou affections de l'âme, évoqué l'an dernier dans le séminaire du 3 avril. Vous pouvez retrouver ça le cas échéant. Bon. Et donc, un signe naturel ou immédiat, ou bien un signe conventionnel, c'est-à-dire que la relation de députation, de vicariance, de lieutenance est celle qu'entretient un signe avec ce dont il est le signe, un signe qui a reçu de vicarié, qui a reçu ce mandat, si je puis dire, de représenter ce qu'il représente par ce qu'on appelle une imposition ou une convention. Un signe linguistique, signe conventionnel, est dans ce cas. Deuxième relation qu'on entend dans la représentation, la réitération, le retour, la reproduction, l'itérabilité, le fait de pouvoir être répété. Vicariance et itérabilité font partie de la définition du signe.
eh bien, ils font partie tout autant de la définition de la représentation. En français, donc, la dictographie de la représentation commence là. Tout présentant est virtuellement un représentant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie qu'un représentant n'est représentant que s'il est authentiquement représentant. Vous voyez, il faut accentuer tantôt le re de la répétition, tantôt le présentant de la présentification. Représentant, autrement dit, capable de faire entrer en présence la chose même. Mais réciproquement, il n'est représentant que s'il est capable de la représenter, c'est-à-dire de la présenter de rechef une nouvelle fois, à nouveau. Essayons de préciser. Un représentant X représente Y, s'il présente Y, mais que veut dire présenter Y? Ça veut dire le représente et peut le représenter. Le rend présent et peut, le cas échéant, le rendre présent de nouveau. L'opération de venue en présence, d'avenance, de présentification peut se répéter grâce à précisément ce qu'on appelle le représentant. Donc le représentant à la fois représente, rend présent quelque chose, et en même temps est susceptible de le rendre présent à volonté, une deuxième fois, une troisième, une quatrième. Là, le représentant est itérable, il est répétable comme tel. Donc la représentation est toujours à la fois, au moins principalement, représentation et représentation. Elle est donc présentification et réitération de Y pour X et par X. Alors, la représentation avec un tiret ne fait pas que répéter la chose, autrement dit, la dupliquer mentalement, être un double mental de la chose, un substitut de la chose, que j'ai en tête à la place de la chose, au sens où Aristote dit ce n'est pas la pierre qui est dans l'âme, mais la forme de la pierre. Bon. Donc la représentation est une duplication mentale, un duplicata de la chose extérieure. Mais elle n'est pas que cela. Elle la répète ou peut la répéter, cette venue en présence ou ce transport mental de la chose extérieure dans l'esprit, cela peut se répéter à volonté, c'est-à-dire que la représentation est un double de la chose, mais peut redoubler la présentation de la chose une seconde fois, troisième, indéfiniment. Donc, présentation, représentation, deux éléments fondamentaux, la présentification, la venue en présence de la chose qui est représentée par le représentant, et deuxièmement, la possibilité de recommencer indéfiniment cette venue en présence en réutilisant le même représentant. Le même signe qui fait venir la chose à l'esprit peut la faire revenir indéfiniment à volonté. Le signe, il est itérable, et ce à quoi il donne lieu, espace, eh bien, précisément, se peut répéter. Donc ces deux dimensions sont effectivement ce qui caractérise la représentation. Elle double le réel et elle peut le redoubler, cette doublure, c'est-à-dire cette duplication indéfiniment. Dans le re de la représentation, il faut entendre le re de redire. Redis-moi ça, redis-le, me-le, redire, répéter, etc. Alors, c'est ce que l'allemand entend dans Gegenwärtigung, présentification, et Vergegenwärtigung, donc faire recommencer cette présentation, la faire revenir. Bien, alors le français représentation donc est toujours gros à la fois des rapports entre la représentation, la revenue, le revenant, et la présentation originaire de la chose même. Présentation originaire et retour.
C'est au même mot, représentation, qu'est confiée cette double fonction. Faire venir, faire revenir. Ouais. Bon. Alors, ce double rapport, hein, la vicariance et la répétition, c'est ce double rapport donc, qui caractérise la représentation, comme il caractérise au fond tout signe dans le rapport que le signe entretient à la chose dont il prend la place, à laquelle il se substitue. La représentation prend la place de la chose. Elle se substitue à elle. D'où l'hostilité de Jean-Jacques Rousseau, bien connu, n'est-ce pas? Je ne parle pas de Rousseau, mais de son hostilité, l'hostilité de Jean-Jacques au théâtre, n'est-ce pas, en tant que lieu de représentation. Il y a ces pages merveilleuses quand même que de la lettre à d'Alembert, n'est-ce pas, où Rousseau distingue entre l'orateur, le prédicateur et le comédien. C'est les trois figures de la représentation, représentée par un représentant. L'orateur, le prédicateur, le comédien, donc le politique, le religieux et le spectacle. Pour le plaisir, et puis bon, pour souffler un instant, bien que ce ne soit pas si évident que ça quand même, mais l'orateur, le prédicateur paient de leur personne ainsi que le comédien. Mais bon, est-ce une raison pour les mettre sur le même plan? Non, la différence est très grande. Quand l'orateur se montre, il apparaît, il se montre, hein, c'est pour parler, et non pour se donner en spectacle. Il ne représente que lui-même, il ne fait que son propre rôle, ne parle qu'en son propre nom, ne dit ou ne doit dire, ça c'est l'exigence éthique, l'exigence de rôle qui s'impose à l'orateur en tant qu'orateur. Il ne doit dire que ce qu'il pense. C'était la vertu, hein, quand même. Bon. Mais versons une petite larme, quand même, de sympathie. Hein. Ne doit dire que ce qu'il pense. L'homme et le personnage étant le même être, il est à sa place. Il est dans le cas de tout autre citoyen qui remplit les fonctions de son état. Mais un comédien sur la scène, étalant d'autres sentiments que les siens, ne disant que ce qu'on lui fait dire, représentant souvent un être chimérique, s'anéantit, pour ainsi dire, s'annule avec son héros, et dans cet oubli de l'homme, s'il en reste quelque chose, c'est pour être le jouet des spectateurs. Ça, c'est la lettre à d'Alembert, à quoi on peut et doit ajouter cette page, enfin ces quelques lignes superbes de la nouvelle Héloïse, que je dédie à tous les animateurs de télévision. Il y a comme cela une poignée d'impertinents qui ne comptent que dans tout l'univers et ne valent guère la peine qu'on les compte, si ce n'est pour le mal qu'ils font. C'est pour eux uniquement que sont faits les spectacles. Ils s'y montrent à la fois comme représentés au milieu du théâtre et comme représentants aux deux côtés. Ils sont personnages sur la scène et comédiens sur les bancs. Bon, est-ce qu'on peut dire les choses mieux que ça? Non. Certains ont essayé et je vous invite à relire les belles pages consacrées par Derrida dans la grammatologie à Rousseau, dont j'extrais ceci. Il y a deux sortes de personnages publics, deux hommes de spectacle, l'orateur ou le prédicateur. D'une part, on est à Genève, hein, donc l'orateur et le prédicateur se confondent d'une certaine façon, avec Rousseau. Hein, l'orateur ou le prédicateur d'une part, le comédien d'autre part. L'orateur ou le prédicateur se représentent eux-mêmes, plus exactement, en eux. Le représentant et le représenté ne font qu'un. En revanche, le comédien naît de la scission, du clivage,
entre le représentant et le représenté. La différence entre l'orateur ou le prédicateur et le comédien suppose que les premiers fassent leur devoir, l'orateur et le prédicateur, disent ce qu'ils doivent dire. S'ils n'assument pas la responsabilité éthique de leur parole, assumer la responsabilité éthique de sa parole, ils redeviennent des comédiens, à peine des comédiens, car ceux-ci se font un devoir de dire ce qu'ils ne pensent pas. Donc, l'identité du représentant et du représenté peut s'accomplir pour Rousseau, revu, relu par Derrida de deux façons, selon deux voies. La meilleure, c'est par l'effacement du représentant et la présence en personne du représenté, l'orateur, le prédicateur. La pire, qui n'est même pas illustrée par le simple comédien, le comédien qui est le représentant vidé de son représenté, selon Derrida résumant Rousseau. Mais par la société elle-même, une certaine société, celle des gens du monde parisien, dit Derrida commentant Rousseau, qui s'aliènent pour s'y retrouver dans un certain théâtre, qui est un théâtre sur le théâtre, une comédie représentant la comédie de la société tout entière, n'est-ce pas ? On s'aliène pour s'y retrouver dans ce spectacle. Bon, c'est assez fort, mais j'insiste sur la responsabilité éthique de la parole. Qu'est-ce qui fait que l'orateur et le prédicateur sont tels qu'en eux, le représentant et le représenté ne font plus qu'un? C'est qu'ils répondent de leurs paroles, c'est qu'ils répondent d'eux-mêmes en répondant de leurs paroles, et c'est que leurs paroles répondent d'eux-mêmes, n'est-ce pas? Alors que chez le comédien, c'est tout à fait différent. La grande question qu'il faudrait poser à ce moment, mais en aurais-je la force, c'est, on a l'orateur, le prédicateur, le comédien et le professeur. Où le mettrons-nous? Eh bien, laissons-le où il est et n'évoquons pas de questions à laquelle nous n'avons pas de réponse. Et enchaînons sur le deuxième problème. J'ai annoncé un problème en français qui est celui de la représentation que vous pouvez retrouver donc balisé et maîtrisé dans la grammatologie. Voyons maintenant le problème en anglais. Le problème en anglais, c'est qu'il y a aussi une différence entre presentation et representation en anglais. Il y en a même plusieurs, à dire vrai. Et une particulièrement qui nous intéresse ici est une différence philosophique. Une différence philosophique qui est portée sur la longue durée par l'histoire. Choisir un des deux termes, presentation ou representation, pour traduire Vorstellung dans un contexte précis, chez un auteur précis, doit se faire en connaissance de cause et non pas pour se conformer à un usage majoritaire ou prédominant parce qu'un des mots, mettons presentation, aurait pris le pas sur l'autre, à l'improbable, mais hélas réel, hit parade de la mondialisation. Quelle que soit la décision que l'on prend lorsqu'on traduit un mot comme Vorstellung, cette décision doit être motivée ou doit pouvoir être motivée, et pour être motivée, il faut qu'elle soit informée, il faut la prendre en, comme on dit, en connaissance de cause. Et c'est là, à mon avis, qu'intervient Hamilton. Hamilton répond, et d'ailleurs, il pose la question lui-même et il y répond. Il répond à la question que chacun doit ou devrait se poser, après tout, et d'abord en anglais, de quoi, pour presentation et representation, sont-ils le nom? Sa réponse, qui figure
dans une critique de Thomas Reid, nous conduit, cette fois de manière précise, informée, explicite, à la scolastique. Comme il le raconte lui-même à la fin du premier paragraphe de la fameuse note B, on Presentative and Representative Knowledge, Hamilton avait, dit-il, au prix de longues réflexions, élaboré de lui-même une distinction précise entre connaissance présentative et connaissance représentative. Et ce faisant, il avait distingué les différents sens du mot objet, sans savoir, dit-il, que les scolastiques avaient formulé une distinction tout à fait parallèle. Alors, vous voyez, c'est extrêmement intéressant, hein, la distinction précise entre presentative et representative knowledge et les différentes significations ou les différents sens du terme objet, dont le manque, n'est-ce pas, le manque de ces deux éléments-là, une distinction entre les deux formes de connaissance et une élucidation précise des différents sens du mot objet, le manque de cela nous a, au fond, a fait que notre philosophie moderne est dans un état de grande confusion. Eh bien, cela, cette distinction et ces différents sens, j'avais réussi à les développer. J'en avais eu, disons, le pressentiment et j'avais construit, développé cela à partir de ma propre réflexion et avant de savoir, de me rendre compte qu'une distinction parallèle avait été déjà tracée, faite par the schoolmen, les scolastiques. Alors, pour l'archéologie, pour l'archéologue de la philosophie, cette observation n'a pas de prix. Hein. Préciser cette distinction entre presentative et representative knowledge, c'est supprimer la solution de continuité, le hiatus, la coupure apparente existant entre le Moyen-Âge tardif et la modernité. Et là, c'est un moderne lui-même, un des grands acteurs de la philosophie moderne, qui nous le dit lui-même. Alors, quelle est donc la version médiévale? Je suis obligé de laisser de côté les différents sens du mot objet, vous comprenez bien qu'on ne peut pas tout faire aujourd'hui, mais qu'est-ce que, je dirais, quelle est la version médiévale du duo presentative-representative knowledge? De quoi ce duo anglais est-il la traduction moderne? Eh bien, donc la réponse est donnée. Une distinction parallèle avait été formulée par les schoolmen, les scolastiques, under the name, sous le nom de intuitive and abstract knowledge, connaissance intuitive et connaissance abstractive ou abstraite. Donc une distinction entre la connaissance intuitive et la connaissance abstraite. Voilà ce qui se cache derrière presentative, intuitive, abstraite ou abstractive, representative. Donc, cette affirmation nous ramène à ce qu'on appelle parfois la révolution du XIVe siècle, à ce qu'on pourrait appeler la crise des espèces, des species, le rejet des species, species en anglais, les species qui sont ces formes intermédiaires entre le connaissant et le connu, les simulacres, les petites idoles qui transitent dans l'espace entre la chose vue et l'œil qui les voit et qui passent dans le médium, n'est-ce pas, qu'est l'air. Bon. Ces species, ça correspond à l'ancienne théorie de la vision qui voulait que les objets
l'artifice de diffuser en quelque sorte des mini-portraits d'eux-mêmes, n'est-ce pas, de taille quasi atomique, n'est-ce pas, qui viennent frapper l'œil et qui sont perçus comme tels. C'est ce qu'on appelle ça les species, les espèces. Bon. Donc les espèces intermédiaires entre le connaissant et le connu. Bon, cette distinction entre intuitive et abstractive knowledge, elle nous ramène aussi, en dehors de la révolution du XIVe, la crise des espèces, et le rejet des espèces intermédiaires entre le connaissant et le connu, elle nous ramène aussi à l'un des chevaux de bataille de la tradition franciscaine, du scotisme, d'un Scot, un franciscain, de l'occamisme, Guillaume de Cam, un franciscain, au fin du XIIIe, début du XIVe, la distinction donc entre connaissance intuitive et connaissance abstractive en latin, cognitio intuitiva et cognitio abstractiva. Hamilton alors, ne se contente pas de dire c'est la scolastique, il cite. Donc, il donne des définitions latines de ces deux-là. Connaissance intuitive égale presentative knowledge et connaissance abstractive égale representative knowledge, on est d'accord maintenant, hein? Et voici les définitions latines. Cognitio intuitiva, la connaissance d'une chose présente en tant qu'elle est présente. Connaissance d'une chose présente en tant qu'elle est présente. Alors vous voyez, c'est une extraordinaire définition de l'intuition. Hein? Mais attention, de la connaissance intuitive. C'est une forme de connaissance. Hein? Connaissance d'une chose présente en tant qu'elle est présente. Connaissance abstractive, connaissance d'une chose sans référence à sa présence, littéralement, non en tant qu'elle est présente. Pas en tant qu'elle est présente. C'est le point de départ, ça. La distinction, donc, fait référence à la présence, connaissance d'une chose présente en tant qu'elle est présente et non en tant qu'elle est présente. Elle ne fait pas référence à l'existence, comme je l'avais fait moi, lors du dernier séminaire à propos de la définition hamiltonienne, précisément de la faculté de connaissance, si vous vous rappelez, comme a power of recognizing existence. La faculté de connaissance comme pouvoir de reconnaître l'existence. Hein. Ici, il est question de la présence et pas de l'existence. Vous allez voir que tout va se rejoindre quand même. La distinction donc qui est ici formulée est ancienne. Hein. Hamilton dit elle n'est certainement pas le fait des Arabes, car Averroès semble l'ignorer, dit-il. Au contraire, elle porte au front, dit-il, les stigmates d'une origine chrétienne. Alors bon, c'était l'époque où on pouvait encore écrire stigmate au sens où stigmate signifie stigmate, n'est-ce pas, et pas tout et n'importe quoi. Donc les stigmates d'une origine chrétienne, les traces indubitables d'une origine chrétienne. Pourquoi, dit-il? Parce que, dit-il, comme je le vois en lisant Duns Scott et Grégoire de Rimini, là on tombe de sa chaise, heureusement que je suis debout, le terme intuitif est suggéré par l'expression paulinienne face à face, facie ad faciem, hein, selon la traduction de la Vulgate, dit-il. Alors pourquoi? Eh bien, Hamilton fait référence ici à l'exégèse que Duns Scott et Grégoire de Rimini donnaient de la première aux Corinthiens 13-12. Hein. Nous voyons maintenant par un miroir obscurément, mais alors nous verrons facie ad faciem, face à face. Et, dit Hamilton, tous les docteurs, entendez les scolastiques, cités par Grégoire de Rimini, tous les pères de l'Église, tous les docteurs, dit Grégoire, cités par Hamilton, qui reprend à son compte cette observation, entendent facie ad faciem, nous verrons face à face, dans le sens suivant, nous verrons intuitivement par une intuition. Nous aurons une vision intuitive face à face, là-bas, n'est-ce pas, alors, là-haut, et non plus obscurément et comme en énigme par un miroir.
Donc cette référence précise que Hamilton fait à l'exégèse de la première aux Corinthiens par Duns Scott et Grégoire de Rimini, deux auteurs, comme tout le monde ne lisait pas à l'époque, cette référence précise montre la connaissance qu'il a des dossiers médiévaux. Alors, avant de revenir plus en détail à la note B et de faire une petite pause, oui, enfin, on a encore un peu de temps quand même, je crois. Si je fais qu'une seule pause, on a un peu de temps. Avant de revenir à la note B, je voudrais ouvrir une parenthèse, disons. Hamilton invoque fréquemment les philosophes et les théologiens médiévaux. C'est sa grande caractéristique. Dans la théorie de la perception, je cite le texte sous un titre français, c'est un article paru dans la Revue d'Édimbourg en octobre 1830 qui était écrit par Hamilton pour saluer la publication de la traduction des œuvres complètes de Thomas Reid par Jouffroy en français. Donc il y avait des Écossais, des anglophones qui se réjouissaient à une certaine époque de la traduction française d'une œuvre, des œuvres complètes, qui saluaient ce grand événement et qui écrivaient un article pour ça qui ensuite est traduit en français. Eh bien, dans cette théorie de la perception, qui est reprise donc dans une anthologie qui a été composé par un des membres de l'école écossaise en France, Louis Pesse, PEI2SE, sous le titre de Fragments de philosophie. C'est la seule œuvre traduite en français de Hamilton, quelques petits articles. Eh bien, dans ce texte, on trouve un éloge vibrant de la scolastique par Hamilton, tout particulièrement, dit-il, de ces schoolmen, de ces théologiens de l'école, qui rejetaient les spécies, les espèces, les formes, les médiateurs transitants comme autant de simulacres entre l'objet visuel et la vue. Et donc il fait l'éloge de tous les philosophes scolastiques qui ont rejeté les formes intermédiaires accumulées sous les noms les plus variés entre l'objet connu quel qu'il soit et le connaissant, l'objet et le sujet connaissant quel qu'il soit. La distinction de la connaissance intuitive et représentative, négligée ou plutôt abolie dans les théories de la philosophie moderne, dit-il, correspond à la division de la connaissance de quelques scolastiques en intuitive et abstractive. Par ce dernier terme, ils entendaient aussi la connaissance abstraite dans sa signification actuelle. Donc vous voyez que abstrait a les deux sens, le sens qu'il a aujourd'hui abstrait opposé à concret, mais il a aussi le sens qui était celui que nous avons vu tout à l'heure, une connaissance abstractive et la connaissance d'une chose présente non en tant qu'elle est présente. C'est-à-dire que ce dont il est fait abstraction ici, c'est du fait qu'elle existe ou pas, ou qu'elle est présente ou pas, alors que dans notre usage actuel, ce dont il est fait abstraction, c'est du particulier pour ne garder que le commun, le général, ce qui s'applique à une pluralité d'individus. Vous voyez, deux sortes d'abstraction. L'abstraction induction, on va du particulier au général commun à plusieurs, et là, l'abstraction, ça signifie faisant abstraction du fait que ce qui est représenté existe ou pas, est présent ou pas. Alors, est présent ou pas, existe ou pas, vous me direz que c'est deux choses différentes. Ici, vous avez l'existence. Dans la citation qui est donnée par Hamilton, qui cite « Cognitio intuitiva », dit le doctor resolutissimus, est illa que immediate tendit ad rem sibi presentem objective secundum eius actualem existentiam. Ça, c'est une magnifique définition qui est donnée par le docteur Resolutissimus, et vous croiriez lire du Brentano. C'est une connaissance
qui tend immédiatement vers la chose qui lui est présente à titre d'objet, objectivement, obiective, secundum eius actualem existentiam, selon son existence, considérée donc dans son existence actuelle, effective. Vous avez ça en tête? Bon, alors maintenant, je passe à la deuxième partie du petit paragraphe que je voulais vous citer, où l'on trouve un nouvel éloge de la scolastique. Maintenant, si nous disons que beaucoup de ces scolastiques, professant cette distinction qu'on vient de voir, donc, entre la connaissance intuitive et la connaissance abstractive, professant cette distinction ignorée par Reid, et rejetant, comme Reid, non seulement les espèces, mais encore toute perception représentative, surpassèrent sur ce point tous les philosophes modernes, nous avancerions un paradoxe. On va dire, attendez, comment les scolastiques sont plus forts que les philosophes modernes? Vous êtes fous. C'est un paradoxe. Oui, dit-il, c'est un paradoxe, mais très facile à prouver. Leibniz disait vrai quand il affirmait « Aurum latere in stercore illo scholastico barbarici ». Bon, il y aurait beaucoup à dire sur ce texte. Le doctor Resolutissimus, Commission Intuitiva dit le doctor Resolutissimus, le docteur très résolu, n'est-ce pas? Vous savez que tous les grands scolastiques ont eu droit à un surnom, un nickname. Alors il y a le docteur très résolu, il y a le docteur résolu, je vous le laisserai chercher, mais il y a un docteur très résolu, et ce très résolu, c'est Durand de Saint-Pourçain, qui est né vers 1270 et mort en 1333-1334. Voilà donc le passage repris avec le reste de la définition. À propos donc de cette connaissance intuitive, l'exemple qui est donné, c'est donc d'une connaissance qui tend vers, c'est-à-dire en langage brentanien, qui est dirigée sur une chose qui lui est présente objectivement, c'est-à-dire à titre d'objet selon son existence actuelle, c'est-à-dire effective ou en acte. Eh bien, le paradigme d'une connaissance de ce genre, c'est là, comme on peut s'y attendre, c'est la vision. La vision d'une couleur sur un mur, sicut cum video colorem existentem in pariete, la couleur qui existe sur un mur, dans un mur, vel rosam quam in manu teneo, ou la rose que je tiens, que j'ai à la main, une rose qu'on a en main, une couleur sur un mur, une rose qu'on a en main. Est en revanche abstractive toute connaissance, que habetur dere non sic realiter presente in ratione objecti mediate cogniti, est abstractive, donc toute connaissance d'une chose qui n'est pas ainsi réellement présente, qui n'est pas ainsi réellement présente, realiter presente, qui n'est pas réellement présente à titre d'objet immédiatement connu. Donc, Hamilton accepte ces définitions qui sont plus lourdes que les précédentes, celles qu'on a vues tout à l'heure, simplement connaissance d'une chose en tant que présente, d'une chose présente en tant que présente. Là, c'est connaissance d'une chose présente en tant qu'elle est présente à titre d'objet selon son existence actuelle. Là, on a présence plus existence. C'est la meilleure définition, c'est la plus complète, à dire vrai. Bon. Hamilton donc accepte ces définitions qui sont ontologiquement plus lourdes que les précédentes, qui ne faisaient référence donc qu'à la présence. Il rejette d'autres définitions, on ne peut pas entrer dans les détails, qui sont elles aussi assez fouillées. J'essaierai de les évoquer dans d'autres circonstances. Le docteur Resolutissimus, donc c'est le dominicain Durand de Saint-Pourçain, l'un des auteurs favoris de Hamilton, et probablement son scolastique préféré. On le retrouve avec le passage
précité dans une note de la leçon 23 des Lectures on Metaphysics, des leçons, conférences sur la métaphysique, où Hamilton fait de nouveau l'éloge de la scolastique. Donc j'ai dit, il y a quelques lignes plus haut, enfin un peu avant, enfin c'était un cours, donc quelques instants, que cette distinction, loin d'avoir été mise en évidence, soulignée, signalée, avait été au contraire abolie, anéantie, annulée par les philosophes. Je devrais cependant, j'aurais dû faire exception de certains des gens de l'école, des schoolmen, des scolastiques, qui non seulement ont fait cette distinction, mais l'ont admirablement appliquée. Et même si je n'ai pas originellement emprunté à ces scolastiques la distinction en question, j'étais bien content de voir, de constater que ce que j'avais pensé par moi-même, tiré de mon propre fond, était confirmé par l'autorité de ces esprits subtils. Les noms donnés dans les écoles, donc à la connaissance immédiate et à la connaissance médiate, aux connaissances immédiates et médiates, étaient intuitives et abstractives, en désignant par abstractive, par ce dernier terme, non pas seulement ce que nous appelons aujourd'hui abstract knowledge, mais aussi la représentation des objets concrets dans l'imagination ou la mémoire. Je vous demande de retenir ceci, cette référence à imagination et mémoire pour representative knowledge, qui a son importance. L'éloge des scolastiques. Ah, alors, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Voilà. L'éloge des scolastiques. Aurum latere in stercore illo scholastico barbarici mérite d'être souligné. On retrouve cet éloge chez le philosophe suisse Anton Marti. Donc je pense qu'on a la photo ici. Voilà. Non, elle est là, alors. Voilà. Je suis troublé par l'expression philosophe suisse, mais il y a un philosophe suisse qui est Anton Marti, qui est un des grands philosophes au fond modernes, et qui est philosophe et linguiste, disciple de Husserl, de Brentano, je veux dire, mais je trouve qu'il a la tête de Husserl, mais enfin bon, peu importe. En tout cas, c'est le plus fidèle des... Peut-être que tous les élèves de Brentano devaient se faire la même tête, ça je ne sais pas. Mais bon, enfin, pas la tête de Brentano, comme vous allez le voir dans ce qui suit, mais le plus fidèle donc des disciples de Brentano, pour saluer dans un discours rectoral de Karl Stumpf les sources du renouveau de la philosophie moderne, il mentionne la psychologie nouvelle, entendez évidemment la sienne et celle de son maître Brentano, qui a, dit-il, renoué avec les sciences de la nature et qui a su surtout opérer un retour à la tradition philosophique et d'abord, dit-il, à cette scolastique malfamée dont Leibniz a pourtant bien dit qu'elle contenait de l'or dans son ordure. Alors, la phrase originale, donc il vaut mieux laisser en latin, hein, parce qu'une stercore, c'est même pas l'ordure, figure donc, pour ce que j'en sais, alors je disais, les élèves de Brentano avaient peut-être tous la même tête, mais ils n'avaient pas la tête de Brentano, qu'on n'aurait peut-être pas aimé rencontrer dans un soir au coin d'une rue sombre. Bon, enfin, en tout cas, la référence à Leibniz, je l'ai cherchée, elle figure pour ce que j'en sais, donc, hein, peut-être ailleurs, mais en tout cas, dans une lettre de Leibniz à Pierre-Raymond de Montmort, j'ai dit souvent, dit-il, Aurum latere in illo stercore scholastico barbarici, et je souhaiterais qu'on pût trouver
Alors ça, c'est quelque habile homme, versé dans cette philosophie hibernoise et espagnole qui eut de l'inclination et de la capacité pour en tirer le bon. Tout un programme. Alors, un tel homme existe-t-il? Quelqu'un qui serait habile, bon ça existe, mais versé dans la philosophie hibernoise et espagnole. J'avoue que ça m'a rendu, enfin non pas malade, n'exagérons rien, mais enfin ça a excité ma curiosité quand même. Qu'est-ce que c'est que la philosophie hibernoise et espagnole? Hibernois, ça veut dire irlandais. Alors une philosophie irlandaise et espagnole, c'est quand même bon. Et alors tout ce que j'ai pu trouver, c'est le tandem hiberno-espagnol, donc ce n'est pas une ligne d'attaque du Barcelone ou je ne sais pas quoi, c'est un Irlandais et un Espagnol, c'est bizarre. Bon, en tout cas, hibernoise et espagnol, eh bien ça figure dans un célèbre roman picaresque, dans Gil Blas de Santillane, dont je ne résiste pas au plaisir de vous citer un extrait. Donc le malheureux Gil Blas a un père ignorant, on veut qu'il se pousse dans le monde, et donc il faut le confier à quelqu'un qui sera capable de lui apprendre quelque chose. Donc on l'envoie chez, hélas, un crétin qui est son oncle maternel, hein, le chanoine Pérez, Gilles Pérez, très ignorant, oncle maternel de Gil Blas de Santillane, donc qui est chargé de faire son éducation. Comme ce chanoine qui, d'après ce que dit le roman, doit plus au fait que le chanoine en question, donc quand il n'était pas encore chanoine, faisait passer des mots, transmettait des lettres de femmes de condition enfermées dans des couvents. Il doit sa promotion, disons, à cela, plus qu'à ses aptitudes intellectuelles. Bon, donc il ne sait rien, il est nul, et il va se débarrasser du malheureux Gil Blas en le confiant donc à quelqu'un qui connaît le latin, qui est donc présenté de la façon suivante. Il fut donc obligé, donc Gilles Pérez, donc maternel de Gil Blas, fut obligé de me mettre sous la férule d'un maître. Il m'envoya chez le docteur Godinez, qui passait pour le plus habile pédant d'Oviedo. Je profitais si bien des instructions qu'on me donna qu'au bout de 5 ou 6 années, j'entendis un peu les auteurs grecs et assez bien les poètes latins. Je m'appliquais aussi à la logique, qui m'apprit à raisonner beaucoup. J'aimais tant la dispute que j'arrêtais les passants, connus ou inconnus, pour leur proposer des arguments. Je m'adressais quelquefois à des figures hibernoises qui ne demandaient pas mieux, et il fallait alors nous voir disputer. Quels gestes, quelles grimaces, quelles contorsions! Nos yeux étaient pleins de fureur et nos bouches écumantes. On nous devait plutôt prendre pour des possédés que pour des philosophes. Je m'acquis toutefois par là, dans la ville, la réputation de savant. Donc vous avez aimé peut-être les Irlandais de Vincennes, vous avez les Irlandais d'Oviedo, ça pourrait faire un roman qui sera une suite, on aime les suites, comme on dit les séquelles en américain, des grands romans. Bon, enfin, moi, je ne m'engage pas à écrire la suite de l'histoire de Gil Blas de Santillane, hein, mais retenez que ces figures hibernoises, au moins elles apparaissent dans ce roman, en Espagne. Donc il y a des logiciens irlandais à Oviedo. Alors après tout, pourquoi pas dans l'esprit de Leibniz, qui, ayant tout lu, avait peut-être lu quelque chose ou croisé une de ces figures hibernoises quelque part. En tout cas, je m'arrête un instant maintenant pour reprendre ensuite la note B, ou B.